Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre live Facebook du dimanche. Comme vous le savez, le projet c'est 52 live Facebook en 52 dimanches. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien et là, j'ai la chance d'être avec Joseph Correa en ce moment et on va parler de culture, de littérature, on va parler de ce livre. Et bonjour Joseph. Bonjour José, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Comment vous dire que on va partager la caméra et le micro aujourd'hui, voilà, parce que il y a mon technicien qui n'est pas là. Donc, en fait, on va commencer pour dire que Joseph Correa a sorti son deuxième livre qui c'est Notes et Soupirs et dans les éditions panafricaines, presse panafricaine et ses collections Soleil d'hiver. Et son premier livre, c'était Fagot de soupir d'un étudiant sénégalais. Donc, il y a quelques mois, dans Je vous exprime, Joseph va dire cette phrase qui va dire que Je vous exprime n'est pas qu'une expression, mais une expression argumentée, profondément nourrie et sincère. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très jolie phrase et qui définissait ce que je faisais. Et ces paroles de Joseph Correa, c'est qu'il a cité après le live Comment vivre sa culture en terre étrangère, elles définissent mes expressions. Donc c'est une expression qui est authentique, une expression qui se veut vraie et passionnante aussi. Et je vais citer tes propos à la page 165, sans vous spoiler déjà. Voilà, je vais citer ces propos où tu parles de réseaux sociaux. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit et très bien dit. Et là, Joseph Correa, il va dire, voilà, nous sommes à l'ère du numérique et les réseaux sociaux ne doivent être uniquement le lieu privilégié de la sottise humaine, la vulgarisation d'un narcissisme exacerbé. Il doit être aussi un espace de partage, de connaissances, d'expériences et d'opportunités. Si le verbe ne vaut que par son utilisation, comme disait Serine Cheikh Ahmed Tidiane-Si, je pourrais aussi dire que les réseaux sociaux ne valent que par l'utilisation que nous voudrions en faire, ici et maintenant. En fait, voilà pourquoi je m'exprime pour dire une ou deux personnes, on peut utiliser d'une bonne manière les réseaux sociaux. C'est vrai que en ce moment, on voit comment il y a pas mal de pornographie sur les réseaux sociaux avec des gens qui se dénudent et les gens qui voient leur vie sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà. Sur ces mots, voilà, j'avais écrit bonjour à Joseph, merci à Tatam, voilà, une fidèle qui est toujours là avec nous et à nos deux chers amis qui sont aussi là. Voilà, Joseph, Notes et Soupirs. Déjà, pourquoi Notes et Soupirs? Rebonjour à toi Josué, c'est toujours un plaisir d'être là sur Je s'exprime. Et je pense qu'aujourd'hui, la chance que nous avons, toi et moi, c'est justement d'avoir une passion commune dans tout ce que nous faisons et dans toutes nos entreprises. Alors pourquoi Notes et Soupirs? Parce que tout simplement, il faut remonter un peu plus loin. C'est-à-dire, dès le premier livre que j'avais publié, qui s'appelait Les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais en France, j'avais pour projet justement d'écrire un livre qui n'aurait qu'une seule prétention, c'est de faire ressusciter l'art de la conversation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la conversation, au sens étymologique du terme, ça désignait, juste avant le XIe siècle, vivre avec. Et à partir du 9e siècle, ça change de signification pour prendre une autre qui désigne tout simplement un échange de mots, de procédés. Et je me suis rendu compte, en fait, tu as bien fait de citer tout simplement la phrase qui relatait un peu l'utilisation assez sage que nous devons faire des réseaux sociaux. C'est parce qu'on se rend compte, en fait, on est dans un monde ultra technologisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
avec l'arrivée des technologies de l'information et de la communication, il y a quelque chose de fondamental qui s'est libéré, c'est la parole. Avant, pour parler, il faudrait tout simplement invoquer au nom de quoi, voilà. Pourquoi parle-t-on? Quelle est la légitimité que nous avons justement pour parler? Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer sur nos murs de WhatsApp, on peut s'exprimer sur les statuts, on peut s'exprimer sur l'ensemble des réseaux sociaux sans pour autant qu'on ait la légitimité qu'il faut justement. Et à partir du moment où l'arrivée des technologies, en fait, de l'information et de la communication assure un élément qui était considéré comme étant essentiel, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire qu'il y a un art qui se perd, et cet art-là, c'est justement la conversation. Et Notes et Soupirs, comme je t'ai dit, a l'avantage tout simplement de converser avec des camarades écrivains, mais de la manière la plus courtoisement possible, avec, comme le disait tout simplement le préfacier, cher Amadou Bambadia, dont je le rappelle, disait que l'art de la conversation dans Notes et Soupirs repose sur 3 éléments essentiels, c'est la minutie, la cordialité et l'originalité. Et voilà pourquoi, dans une première mesure, on peut entendre les raisons de la publication de Notes et Soupirs. Quand tout le monde parle à la fois, c'est qu'on ne s'écoute plus. Quand on ne s'écoute plus, difficile il est de s'entendre, de se comprendre. On ne se donne même pas la peine de réfléchir. Et parler, dès lors, consiste ou en un désordonné monologue, ou en une peuplade de mots sans chair, ni esprit qu'il eût fallu emprisonner dans la gorge. Voilà ces mots qui commencent, voilà le livre de Joseph Correa, Notes et Soupirs. Pour ceux qui viennent de rejoindre ce live Facebook, on parle de Notes et Soupirs, le 2e livre de Joseph Correa. En plus, tout ce week-end, quand j'étais en train de préparer ce live Facebook, je pense que tu m'as suivi assez sur mon statut WhatsApp. Voilà, je me régale, quoi. Là, ce week-end, j'étais à Fribourg, dans le bus pendant le voyage. J'ai lu, je me suis régalé. Notes et Soupirs, c'est des lettres où on ne pourra pas dire des correspondances. Donc voilà, c'est quoi la différence entre lettres et correspondance? Exactement. Merci pour la question. Notes et Soupirs a la particularité de revêtir en fait les deux. C'est-à-dire on a une partie qui est purement correspondance et une partie qui est purement lettres. Alors tu m'as demandé la différence qui existe entre les correspondances et les lettres. Ben, je te répondrai ceci. Lorsque 2 personnes au minimum s'échangent des lettres, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écrit et une autre qui répond, dans ce cas-là, on se retrouve dans le cadre de la correspondance. Et lorsque tout simplement, comme tu le verras, tu le verras ou tu l'as déjà vu dans le livre, il y a des lettres qui n'ont pas de réponse. Dans ce cadre-là, elles gardent le caractère spécifique de lettres ou d'épîtres en fonction de ce que l'on se trouve. Maintenant, il y a la petite différence qu'il y a, c'est ou le petit adjectif qu'on veut rajouter à correspondance, c'est des correspondances littéraires. Et les correspondances littéraires, en fait, c'est un genre à part entière de la littérature. Et elle s'exprime en fait sous 2 modes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la correspondance privée et il y a la correspondance publique. La correspondance privée, c'est des petites lettres qui n'ont pas de réponse, qui étaient destinées tout simplement à, au destinataire qui était censé le lire ou la lire. Et dès l'instant que ces notes-là sont publiées et qu'elles revêtent tout simplement un caractère littéraire avéré, dans ces cas-là, on se retrouve dans l'autre type que j'avais mentionné un peu plus tôt, c'est-à-dire la correspondance littéraire, qui est un genre, comme je le rappelle, qui revient un peu à la mode, puisque il faut savoir en fait depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, en fait les genres majeurs en littérature, c'était l'épopée, c'était la poésie, mais c'était aussi la correspondance littéraire. Notes et Soupirs, il y a des lettres avec réponse. Malheureusement, il y a des lettres sans réponse. Ou ça dépend parce que il y a un moment où tu as écrit à quelqu'un qui est mort, donc du coup c'est normal que tu n'as pas de réponse. Donc dans l'ensemble, en fait, je pense que toi, même dans tes écrits, tu suis quelques écrivains, tu suis quelques philosophes. Donc voilà, donc dévoile-nous tes philosophes. Bon, je pense que j'ai cru voir un peu de Baudelaire, j'ai cru voir un peu de Victor Hugo, j'ai cru voir un peu de Rimbaud. Voilà, pour la poésie. Donc voilà, donc du coup, et même des écrivains sénégalais que tu citais, des poètes, donc pour dire que la littérature, elle n'est pas que occidentale. La littérature, elle est
voilà, mondiale, quoi. Elle est mondiale. Donc, du coup, parle-nous un peu de ces philosophes, de ces écrivains qui t'ont accompagné pendant tout, qui t'accompagnent jusqu'à maintenant. Il y a une chose qui me paraît importante et qu'il me faut préciser et qui rentre aussi dans la ligne des réponses que je voudrais t'apporter, Josué. La littérature, lorsqu'on écrit, on suppose justement qu'on est dans un régime de filiation. C'est-à-dire que si on a existé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont existé bien avant nous. Et ces gens qui existaient bien avant nous sont comme des pères spirituels. Et moi, en tant que ayant fait des études en littérature, j'ai eu énormément d'écrivains qui, m'ont profondément marqué, que ce soit à la lecture de leurs œuvres ou tout simplement d'autres que je n'ai pas lus mais dont j'ai beaucoup regardé en fait leurs interviews ou écouté leurs livres en mode audio. Et comme tu l'as cité, il y a pas mal des écrivains d'ici et d'ailleurs. Donc tu as parlé de Victor Hugo que j'aime profondément. Victor Hugo que je préfère non pas celui qui est le romancier ou encore moins le poète. J'aime les deux casquettes qu'il a, mais j'adore le Victor Hugo en fait qui est dramaturge. Et je trouve que en tant que dramaturge, c'est un excellent écrivain. Vous avez parlé également de Rimbaud, vous avez parlé des écrivains sénégalais, dont je voudrais aussi exprimer ici toute ma profonde gratitude et tout l'amour sincère que je leur porte. C'est surtout la jeune génération. Je veux nommer en particulier Mohamed Bougarsar, avec qui j'ai échangé une très très belle correspondance sur qu'est-ce que c'est, comment écrire l'amour en littérature, comment le dire. Il y a également Hamidou Ba, une très très belle lettre qu'il écrit en étant dans sa chambre, dans son lit. Donc tu as cette attitude de la paresse qui relève un peu de l'écriture. Il y a aussi un jeune comme Iboudra Messila qu'on retrouve un peu vers la fin justement de ce livre, et le préfacier dont qu'il me semble qu'il mérite quand même d'être cité. C'est un jeune en fait, Amadou Bamba, qui va publier bientôt son livre qui s'appelle Les déchets de la terre. Et il y a également quelqu'un qui est revenu très souvent, c'est Alfred de Musset. J'adore Alfred de Musset, et pour moi, c'est l'écrivain qui m'a le plus écorché en matière de littérature. J'adore Alfred de Musset pour la simple raison qu'il a su quelque chose qui me paraît fondamental en littérature, c'est qu'il disait « frappe-toi le cœur, c'est là que se trouve le génie ». Une écriture, la littérature n'est rien d'autre qu'une conversation, d'abord avec soi-même et puis une conversation avec les autres. Parce que au moment où l'on écrit, on est dans une conversation avec soi-même, on dialogue avec sa voix intérieure, on monologue avec soi-même, on se relie, on soupire. Et puis, la même activité que nous avions conjuguée pendant l'écriture, c'est la même chose aussi également que les gens qui nous lisent vont devoir faire sur tel passage qu'ils auraient marqué sans doute et dont j'ai suivi de près les lignes qui t'ont profondément marqué. Donc voilà, je m'inscris dans cette filiation-là, et il y a aussi beaucoup d'écrivains allemands que j'aime bien. J'aime Ernst Junger, qui est un très très bien écrivain de la guerre allemande, et des écrivains américains partout. La littérature, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose qui est c'est le propre de l'homme en fait, si je puis m'exprimer ainsi. N'hésitez pas à partager ce live Facebook. En fait, l'expression, pour qu'elle soit nourrie, il faut de la lecture. L'expression, pour qu'elle soit nourrie, à côté de l'expérience, il faut des recherches. Donc, du coup, c'est se mûrir et sortir ce qu'on a dit. Par exemple, toi, quand tu parles, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui a lu, quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches. On parle de littérature, on parle de philosophie, on parle, vous allez voir, de politique, de religion. C'est notre soupir. Donc, du coup, soupir, je pense qu'on va dire, voilà, on sort ce qu'on a à dire, parce que c'est ce que j'ai vu. Donc, on va commencer à cette lettre-là que tu as envoyée, qui parle du rapport de la littérature à la télévision. Donc, c'est une lettre que tu as envoyée faut que voilà, bon, je pense que tu connais tout tes livres. Ah, voilà. Donc, de cette lettre, j'ai pu comprendre et tu as fait mention de apostrophe, voilà, de Bernard Pivot, et cette lettre aussi que tu vas envoyer à celui qui gère page sonore. Donc, de cette lettre où tu vas critiquer un peu ce côté où la littérature va subir le coup du capitalisme, où la littérature va entrer
dans les médias, dans le sens où on va avoir des écrivains vendeurs, on va avoir des romanciers vendeurs qui vont pas sortir vraiment ce qu'ils ont, non, mais qui vont écrire en fonction des tendances. Donc, qu'est-ce que t'en dis, voilà, à propos de ça en quelques mots? Merci Josué. En fait, dans la lettre adressée à PMC, qui est aussi également un excellent auteur, puisqu'il a publié Les Monologues du silence, un livre dont je te recommande. Voilà. Dans cette lettre, la problématique majeure était celle-ci. Est-ce que la télévision sert la littérature ou la dessert-elle? Et on se rend compte en fait que la plupart du temps, en fait, la littérature dessert plus qu'elle ne sert. Et à ce propos, j'ai justement convoqué une très belle phrase de Jean d'Ormesson qui, comment dirais-je, explicite vraiment le propos. Parce qu'on se rend compte en fait que la télévision c'est vraiment la forme moderne aujourd'hui de ce qu'a été dans le temps les salons littéraires, les cercles littéraires, qui étaient vraiment des espaces, des endroits privilégiés où on discutait en fait justement de littérature. Et aujourd'hui, on se rend compte l'horizon d'attente s'est déplacé, comme dirait le Hans Robert Jauss. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la star, c'est vraiment, ce n'est plus le livre, c'est plutôt l'écrivain. C'est-à-dire que quand un écrivain va sur un plateau, en réalité, le support reste le livre. Mais celui qui se vend le plus, c'est plus l'écrivain. Et cette tendance, justement, à vouloir être coûte que coûte sous les feux des projecteurs, ça me permet il y a quelque chose de spectaculaire qui fait que ça dessert un peu la littérature. Parce que, il faut le dire, la littérature, c'est un rapport de solitude, c'est un rapport solitaire. Lorsqu'on lit, on aime s'évader, on aime rester dans son coin, on aime soupirer tout seul, sortir toutes les émotions qui nous abritent. À la télévision, il n'y a pas d'émotion. À la télévision, il n'y a que du cabotinage. Et parce que même les écrivains, les grands écrivains ne vont pas souvent dans les télévisions. Parce qu'en réalité, prenons des exemples très précis. Si vous prenez un écrivain comme Jean-Marie Leclésio, c'est un écrivain qui se fait très rare. Et pourtant, il a été prix Nobel en littérature. Si vous prenez un autre prix Nobel de la littérature qui n'est pas très fan des plateaux télévisés, c'est Patrick Modiano. Parce que tout simplement, il y a deux choses. Il y a des écrivains qui sont de très bons écrivains, parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont une plume qui séduit, et il y a d'autres par contre en fait qui ne sont pas de grands orateurs, qui ne sont pas des rhéteurs. Et par conséquent, ces écrivains là, quand ils arrivent sur un plateau, c'est soporifique. C'est-à-dire qu'il va avoir un décalage énorme entre la qualité du livre et la qualité justement de l'interview. Maintenant, c'est en faveur des autres et c'est en faveur des autres, des autres aussi, des uns et en défaveur des autres. Et c'est pour cela que je me suis questionné en fait aujourd'hui. Il est sûr également que la télévision présente des avantages, et là même PMC le rappelle, parce qu'aujourd'hui il y a ce côté de promotion, ce côté de vulgarisation, ce côté de commercialisation même du produit qui est devenu le livre. Donc, par conséquent, la littérature a besoin tout simplement de la télévision, mais il faudrait pas que la littérature dépende de la télévision. Et si c'est sur ce rapport-là que j'ai voulu poser ces problématiques et entretenir une très très belle discussion avec PMC. Et voilà, et aussi il y a comme j'ai dit apostrophe, et ces genres d'émissions voilà que tu dis, voilà, il y a du fondement dans ces genres d'émissions. On va passer à la deuxième question qui va être politique. mais avant de passer à cette lettre que tu as envoyée à Mactar Sarr, voilà, pour demander c'est quoi la définition d'un homme politique, voilà, ses missions. Qu'est-ce qui caractérise un bon écrivain? Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit des livres tous les ans, ou quelqu'un qui a 20 millions d'exemplaires de vendus? Qu'est-ce qui qualifie un bon écrivain? Si tu me permets, en fait, je voudrais juste lire la phrase de Jean d'Ormesson que je trouve très très juste à propos du rapport de la télévision, et puis après je reviens si tu veux à ta question. Jean d'Ormesson écrivait: la télévision parle trop rarement de littérature, sauf exception éclatante. Même quand elle en parle, elle l'aplatit, elle la déforme, elle la détruit presque aussi sûrement que par le silence. Tu m'as demandé tout à l'heure de dire en fait qu'est-ce qui détermine un bon écrivain. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui permettent tout simplement qui déterminent un écrivain. Il y a des heureux écrivains, il y a ce qu'on appelle des écrivains de salon. C'est-à-dire les écrivains de salon, ce sont des gens qui
en fait, ils ont ce qu'on appelle la présomption de la bonne littérature. C'est-à-dire quand ils écrivent un livre, c'est d'abord leur nom qui vendent le livre. Ce n'est plus le talent, justement. Et à ces écrivains-là, ce sont ceux qui sont souvent récompensés par les prix. Je ne dis pas qu'ils manquent de génie ou encore moins de talent. Mais disons qu'ils sont, justement, ce rapport qu'ils entretiennent avec la télévision fait qu'aujourd'hui, en fait, quand il sort un produit, on ne doute pas forcément que ce produit-là est mauvais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle cette présomption du bon, du juste, qui est là, qui s'est déjà établi, et qui fait que justement, ces écrivains-là, comme Amélie Nothomb, qui publient chaque année un livre, je veux bien le faire. On va dire, je suis un peu sur les pas, parce que les Fagots de souvenirs sont sortis en 2017, Notre soupir sort en 2018, puis l'héritage, le troisième est en route. Mais mon objectif, ce n'est pas de faire un livre par an. Ce qui est important, c'est que ce qui fait vraiment, véritablement un écrivain, pour moi, c'est de pouvoir mûrir, en fait, justement, son projet littéraire. Et d'écrire avec la plus grande émotion, la plus grande sincérité que possible. On ne demande pas à un écrivain d'être sincère, puisqu'à un romancier qui fait appel à son imagination, on ne peut pas lui demander de raconter des choses qui soient justes, puisque comme disait l'autre, Paul Valéry, le roman c'est le mentier vrai. Donc c'est un oxymore, mais voilà, pour moi c'est d'abord ça. Un bon écrivain, c'est celui qui est quand même capable de donner de l'émotion à son public, qui est capable de donner également des émotions, des soupirs quand ils lisent. Parce que quand je vous parle d'émotion, c'est-à-dire que le rapport que l'on entretient avec les lecteurs, c'est un rapport de séduction. C'est un rapport de plaire, puisque l'écriture en elle-même, c'est un dévoilement de prétention, de vanité. Pourquoi on écrit? On écrit pour se connaître. Pourquoi on écrit? On écrit pour ne pas mourir, parce qu'on sait que l'homme est mortel. Mais le produit là, Notre soupir d'ici 100 ans, 20, 200 ans, 300 ans, le produit restera. Maintenant, la grande question, est-ce qu'il sera lu après ma mort? Mais le produit est déjà là. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans une forme d'éternité qui n'est pas fixe, qui est intemporelle. Et c'est ça le caractère justement de la littérature. Et pour moi, un écrivain qui n'est pas capable justement de donner des émotions, un écrivain qui n'est pas capable de faire soupirer en fait son lecteur, ou qui n'est pas capable justement d'entretenir un dialogue en disant dans telle partie je ne suis pas d'accord, ah non je ne pense pas comme ça, dans telle partie je mets un pouce bleu, c'est-à-dire je suis d'accord avec lui, dans telle partie je dis waouh que c'est bien écrit. Pour moi c'est ça l'écrivain. L'écrivain il se veut authentique, l'écrivain il se veut vrai. L'écrivain va donner ce qu'il a en lui. Donc, c'est ce qu'a fait Joseph Correa dans Notre soupir. Et l'écrivain aussi, c'est aussi un citoyen. Donc du coup, un écrivain ne va pas dire que moi, c'est la littérature, la politique, ça ne me concerne pas. Et pour arriver à la deuxième question de cette lettre que tu as envoyée à Mactassar pour poser la question qu'est-ce qu'elle pense de la politique. Donc du coup en général la politique du Sénégal, et cette deuxième lettre sans réponse que tu vas envoyer au président du Sénégal, faut que je retrouve comment il s'appelle, mais ok d'accord, Macky Sall, que je salue vivement s'il suit mon live Facebook. donc pour dire que la politique au Sénégal, c'est quelque chose qui te concerne. Et dans les lettres que j'ai pu lire et les réponses, c'est que ça ne va pas à merveille au Sénégal. Et même dans la lettre que tu as envoyée au président, tu vas mentionner ce côté où il va pas respecter sa promesse pour faire changer de 7 ans à 5 ans le mandat présidentiel. Et à un moment, tu vas parler de morale, tu vas parler de l'islam, de Souad qui va dire faut tenir sa parole, et même ce passage de la Bible où il va dire de ne pas jurer sur telle chose, et il faut que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc ta vision de la politique au Sénégal en ce moment, c'est quoi? T'as bien fait de poser la question. Un écrivain, c'est un observateur. C'est quelqu'un qui regarde sa société, mais c'est aussi un traducteur, justement, de ce qu'il a pu contempler, de ce qu'il a pu observer. Et moi, de l'observation que j'avais faite, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a
on va dire 3 générations politiques au Sénégal. La première génération, c'est la génération des élites, en fait, qui est une génération d'intellectuels. Toutes les générations, les 3 sont des élites, des intellectuels. Mais la différenciation me paraît sur deux choses, enfin. C'est d'abord la sincérité et c'est le pragmatisme, en fait. Parce que je trouve que au Sénégal, on a des politiciens qui sont véreux. On a des politiciens qui ont du mal justement à respecter les engagements qu'ils prennent à l'égard de la population. Parce que tu mentionnais justement tout à l'heure le passage d'une lettre que j'avais adressée au président Macky Sall, justement. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre quand un président, on va dire un potentiel candidat, qui dit, quand je serai élu, la première des choses que je ferai, c'est de réduire le mandat de 5 ans à 7 ans. Personne ne lui a obligé à le faire. Il nous a proposé de son propre chef, de son propre gré. Et qu'est-ce qu'on s'en rend compte? Quand vient le temps justement de poser cet acte-là, il va convoquer le droit. C'est-à-dire que le droit n'est plus tout simplement, celui qui permet de réguler les choses, que les choses se fassent comme elles devraient faire, mais le droit devient un élément de contournement justement d'un instrument. C'est-à-dire qu'on instrumentalise le droit à travers des commentaires sur l'esprit et la lettre, et on se perd, alors qu'il aurait fallu tout simplement être tout simplement juste et sincère. Et j'ai comme l'impression, en fait, les politiciens du Sénégal, c'est comme la fameuse phrase d'une expression qui disait, un ancien président qui dit, un président, c'est celui qui fait beaucoup de promesses, mais qui a oublié de tenir aux promesses qu'il a faites. C'est-à-dire que c'est comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport de séduction, un rapport d'électorat, mais on n'est pas dans un rapport tout simplement de soumission, de travail. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez fascinant. Si tu regardes le mot ministre, que désigne le mot ministre en latin? Le ministérium, ça veut dire le serviteur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là, qui servent la République, qui servent les intérêts de la République. Or, la classe politique que nous avons, c'est une classe politique justement qui se sert avant de servir les autres. Je me réjouis justement aujourd'hui, tout le monde n'est pas arrangé dans le même sac. Il y a un homme politique aujourd'hui qui propose une posture qui est tout autre, qui s'appelle Ousmane Sonko et qui a écrit un livre que j'aime bien qui s'appelle Solution, qui propose autre chose. Pour le moment, je suis en observation et j'essaie de voir en fait si il parviendra à sortir de l'eau, mais je ne suis pas dupe et parfois je suis assez critique à son égard. Et quand je compare un peu la première génération des hommes politiques par rapport à la dernière, il y a quelque chose qui me paraît fondamental. Nos hommes politiques, on ne sait pas quelle est leur profession. C'est comme par exemple, excuse-moi de faire ces plats, Paul Biya, si on lui demande quelle est ta profession, il peut dire président de la République. C'est-à-dire que dans sa vie, il n'a qu'à être président de la République pendant plus de 30 ans. Président de la République depuis 86. Et il est à 85 ans, c'est-à-dire qu'au sein de sa vie. C'est fou, en fait, comment on arrive justement à s'installer par conformisme, tout simplement, par un narcissisme exacerbé au pouvoir. Alors que pendant ce temps-là, il y a un réel bilan, une reddition des comptes qui doit être faite. Et malheureusement, qui n'est pas souvent faite. Et c'est ce que je dis tous les jours, moi. Pourquoi moi, je ne fais pas de politique sur ma page Facebook parce que la politique, on peut commencer à en parler de ce soir et l'année prochaine, on est assis à la porte. Mais moi, je crois dans la bonne conscience, dans la bonté. Non, mais voilà, par exemple, on sait tous que surtout les politiciens africains, souvent ils sont très corrompus. Bon, il y a de l'exception, même si on prend le cas de Haïti, voilà, donc du coup ils sont pas les meilleurs politiciens du monde, mais souvent c'est le peuple qui paye, c'est le petit peuple qui a voté, c'est le peuple qui paye. Donc on a vu cette lettre que tu as envoyée au président du Sénégal. Notre soupir, il y a de la politique, mais à côté de la politique, il y a aussi la religion, parce qu'on sait politique ou religion, ce sont des choses qui déterminent une société. Il faut ça. En fait, tu as été le premier Sénégalais protestant que j'ai croisé, parce que moi, catholique, parce que d'habitude les Sénégalais que je croise, ils sont musulmans. Ça, voilà. Et parce que c'est la plupart, voilà. Donc du coup, t'as été le premier, j'ai dit, what? Catholique. Voilà. Donc c'est là que j'ai compris que au Sénégal, il y avait des gens, des
des catholiques. Maintenant, et là, cette lettre à la page 121 que tu vas envoyer au frère Nicolas, donc pour parler de l'excommunication. Donc, voilà, tu vas dire ce que c'est, et après, je vais te reposer une autre question, et je vais lire cette passage où tu donnes les 3 raisons pour lesquelles on ne devrait pas faire ça. Voilà. C'est une lettre en fait qui me tient à cœur dans la mesure où en fait c'est une lettre qui interroge une des pratiques pénales de l'Église. Et quand j'écrivais cette lettre-là, je ne faisais pas des études canoniques. Hein. J'étais encore un fin littéraire, mais j'étais tout de même intéressé par cette question de l'excommunication. Qu'est-ce que c'est que l'excommunication en fait? Dans le droit pénal ecclésiastique, en fait, il y a ce qu'on appelle des sanctions qui sont prévues lorsqu'il y a un fidèle qui s'égare par rapport à, aux normes de l'Église. Et l'excommunication, en fait, est fait parmi les premières sanctions, en fait, parce qu'il y a l'excommunication, il y a la suspense et il y a l'interdiction. Et quelqu'un est frappé d'excommunication lorsqu'il commet quelque chose qui semble être contraire par rapport à la théologie morale de l'Église catholique. Et excommunication du latin excommunicare, ça veut dire mettre hors d'eux. C'est-à-dire que le sujet qui est frappé d'excommunication, il appartient toujours dans la grande famille de l'Église catholique. Mais sauf qu'on lui comment on appelle ça? Oui, mais on lui met en quarantaine, c'est-à-dire on lui ôte en fait la possibilité de pouvoir recevoir et de célébrer certains sacrements. S'il s'agit d'un fidèle laïque ou s'il s'agit tout simplement de quelqu'un qui est ce qu'on appelle un ordonné. Et je me rends compte en fait que l'Église a cette force, même dans le droit canonique, on dit aucune mesure ne doit être prise si toutes les autres formes de recours ont été épuisées. Parce que justement, le droit canonique de l'Église vise ce qu'on appelle le salut des âmes. Et par la même occasion ou par ailleurs, on frappe des gens par des punitions. C'est-à-dire que autant à la fois on veut sauvegarder le salut des âmes des fidèles qui appartiennent dans cette église, par la même occasion, on n'hésite pas tout simplement à sanctionner. Et on se retrouve dans 2 balances dans lesquelles en fait je ne me retrouve pas. Parce que l'église a ce credo justement de chanter l'amour. Et l'amour, ça, c'est que l'amour n'est rien sans le pardon. L'amour, bien entendu, ce qu'il faut signaler, c'est que la personne qui est frappée d'excommunion, s'il s'amende, parce que l'excommunion, en fait, fait partie de ce qu'on appelle les peines, médicinales. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon canonique. Donc, s'il s'amende, automatiquement, la peine d'excommunication est levée et il retrouve, en fait, toutes les grâces, toutes les faveurs qu'il avait. Mais sauf qu'il est arrivé quelquefois que des personnes s'entêtent parce qu'ils pensent qu'ils ont raison sur l'autorité religieuse. Et ça peut arriver parce que l'Église ne détient pas le monopole de la vérité. Bien qu'elle appelle toutes les personnes qui y sont à vivre pleinement la vérité, qui est par excellence le domaine de Dieu. Je me rappelle, on se rappelle de ce passage où quelqu'un a demandé à Jésus-Christ, voilà, combien de fois je dois pardonner mon prochain, et il a dit, il faut lui pardonner 77 fois, 7 fois. Donc, comme tu as dit, il y a l'amour, il y a le pardon, et l'église n'est, voilà, ce côté où on sait que Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Donc, voilà, donc, du coup, Dieu, il est miséricordieux, et t'as l'église catholique qui va excommunier des personnes, donc voilà. Et il y a une raison, la 3e raison que tu as dit dans le passage, je te relis. L'excommunication creuse la distance entre la personne frappée par la sentence et l'église qui la prononce. Elle devient un acte par lequel l'église cesse d'être mère pour devenir juge qui réprimande les mauvais actes de ses enfants. Et on sait tous que on a ce rapport avec la religion où quelqu'un qui va être là de façon, moi voilà, je suis protestant, mais on ne fera pas un débat entre protestants et catholique. Et moi, comme je dis toujours, quelle que soit la religion de quelqu'un, la chose c'est notre rapport entre nous et celui et le divin, donc du coup passer par les rituels. Donc là, voilà, où tu as parlé de excommunication. Donc toi, en tant que catholique, donc
le jour où, je l'espère pas, donc du coup, qu'est-ce que tu penses si un jour t'es excommunié, même peut-être pour ce que tu as écrit, hein, on peut dire, non, Joseph, voilà, il est contre l'excommunication, on le fait de l'église. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Si je me trompe, je pense qu'en matière de droit canonique, en fait, l'article, enfin, en droit, on dit article, chez nous, on dit canon. Je crois que c'est le canon 1798, si je ne me trompe. Et si il arrivait un jour que je sois excommunié, ce qui n'est pas exclu, dans ces cas-là, il faut d'abord que je me pose la question si ce que j'ai dit est d'abord vrai ou si j'ai tort. Si j'ai tort, dans ce cas-là, l'humilité s'impose et je dois demander pardon et m'amender. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans l'excommunication, il y a toujours ce besoin de ce qu'on appelle la correction fraternelle qui est visée. La correction fraternelle, c'est quand, c'est dans la Bible, quand Jésus dit, si que votre frère a commis quelque chose, parlez-en d'abord vous allez lui parler. S'il n'écoute pas, vous allez parler à quelqu'un, puis après, vous allez convoquer la communauté. Donc, c'est ça, la correction fraternelle. C'est-à-dire, c'est vraiment un appel à la correction. C'est un appel au retour, justement. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, pour moi, la valeur de l'Église, elle n'est pas de réprimer. Parce que, en fait, et il y a même un très bel article qui parlait de l'Église punitive. C'est-à-dire que, qui est juge? Seul Dieu est juge. Et au nom de quoi l'Église se permettrait-elle de juger? Là, sur ce rapport-là, les canonistes ont des réponses. Les théologiens ont des réponses. Parce qu'il y a toujours des éléments qui sont convoqués pour expliquer un peu la naissance du droit canonique dans l'Église, dont le premier code date de 1917. Le deuxième code, qui est le code actuellement en vigueur, date de 1983, après la réforme du Concile Vatican II. Mais comme je dis, en fait, il y a toujours l'amour à faim de vérité, l'amour à soif d'amitié et de justice. Mais la justice, en fait, elle ne peut s'opérer que lorsqu'il y a la miséricorde, justement, qui devient son substrat. Et ce substrat-là, c'est que quels que soient les péchés que nous commettons, quels que soient les délits que nous commettons, nous espérons que la miséricorde de Dieu est au-dessus de tout. Et par conséquent, moi, c'est à quoi j'appelle, ou j'invite l'Église, c'est tout simplement se privilégier plus ce qui disent le salut des âmes, que tout simplement de frapper ses enfants sous certaines formes de peine. Dans une société, on a besoin de droits, on a besoin de normes. Parce que l'homme est, par essence, aussi un être de nature. Donc, il y a des moments où ces pulsions vont un peu jaillir. Et il faut tout de même que le droit le canalise un peu, l'oriente dans le droit chemin. Mais je pense qu'on peut y aller en étant beaucoup plus souple. C'est ça. Et en plus, pendant que tu es là, pour 2019, j'ai un projet d'un jour s'exprime, c'est parler de vœux de chasteté, parler de pulsions sexuelles, parce que, oui, on sait que à l'église, c'est ça dans la religion catholique, ou même dans la religion protestante, ou même dans la religion musulmane. Donc, du coup, où ils disent que c'est le sexe après le mariage, et les prêtres, ils vont faire vœu de chasteté. Donc, du coup, ça veut dire que, voilà, ne pas avoir de rapport sexuel. Bon, mais après, ça aussi, ça c'est là, je dis, est-ce que le rapport sexuel, c'est quand on couche avec la personne, ou le rapport sexuel, c'est quand on va désirer la personne, et là, voilà. Donc, du coup, déjà, je t'invite à ce débat pour parler de ça. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre ce live Facebook, on parle de littérature. Parce que l'objectif d'un jour s'exprime, c'est se former. C'est se former. Moi, je veux que mon discours soit un discours qui est basé sur des livres. Donc, du coup, par exemple, de parler wesh, quoi. Wesh, non, c'est manier d'une telle manière la langue de Molière. Donc, du coup, ça passe par des livres. C'est pour ça que on aura un projet d'un jour s'exprime pour 2019, c'est de lire au minimum 10 pages par jour. Avec le temps qu'on passe sur Internet, on peut avoir le temps de lire au moins 10 pages par jour. Donc, ça fait 3650 pages. Donc, au moins 10 livres dans une année. Parce que l'objectif, c'est se muscler son cerveau, c'est se former, voilà. Et on va parler d'amour. Il y a cette phrase qui dit vive d'amour et d'eau fraîche. Donc, comme tout à l'heure on a dit, l'écrivain, il se veut authentique. Et dans ce livre
que je vous conseille de lire, d'acheter. Joseph, il va se livrer. Moi qui connais Joseph depuis bientôt 2 ans, 3 ans, voilà, pour moi, Joseph, c'est un gars qui est calme, quoi. Moi, je n'oserais pas parler de choses de sexe avec Joseph, moi, parce que, mais non, c'est un péché. Non, je rigole. Mais vu sa personne, vu comment il est, bon, chacun a sa manière d'être. Mais la chose, c'est aller voir la personne, discuter avec la personne. Donc, comme tout le monde, on n'aura pas le temps de parler avec Joseph en profondeur, et il l'a dit dans ce livre. Et dans ce livre, on va découvrir Joseph qui va parler de ses regrets, de tout ça. Donc, ça va commencer par déjà cette lettre que tu vas envoyer à Mohamed Mbouga, voilà, Bougassa. Je ne sais pas si vous, au Sénégal, vous prononcez le M ou Bouga. Ok. Ok. Les digrammes, en fait, c'est vraiment des consonnes qui s'assemblent. Donc, on ne dit pas Mbougar, on dit Mohamed Mbougar. Donc, je vais vous lire voilà, le passage et Joseph va enchaîner et je vais enchaîner pour poser mon autre question. C'est un livre que voilà et Mohamed Bouga a écrit. Hein. Le titre c'est Terre Sainte. Voilà. Dans Terre Sainte, il va raconter une petite scène. Il dit, il la regarda, son visage n'était plus dur, mais sérieux, et même légèrement triste, comme si elle attendait quelque chose qu'elle craignait ne jamais voir arriver. Il leva les yeux. Elle tremblait, mais son regard demeurait fixe, jeté sur lui. Il baissa de nouveau la tête, la releva encore, la rabaissa. Elle était belle, vêtue simplement d'un maillot de bain blanc et d'un jean bleu délavé. Ses cheveux étaient tirés vers l'arrière et attachés à un chignon serré. Il devinait les 2 arcs de ses seins, durs et fermes, qui se soulevaient et retombaient au rythme d'une respiration rapide. Bon, d'accord, on le dirait. Voilà, donc, dans ce livre, il va raconter cette scène, voilà, qui est un peu intime entre 2 personnages, et dont, voilà, tu vas dire leur nom, j'ai pas dit. Voilà, que Joseph va écrire cette lettre à Mohamed Bouga pour lui dire que il aurait voulu plus de choses. À part juste dire que la fille, elle était habillée d'une manière que le gars, il a vu ses seins durs et fermes. Joseph, il voulait plus de choses, genre, voilà, bon, pas passer à l'acte, où il va expliquer l'amour. Par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle Demain est un autre jour, de Spielman, où l'auteur il va raconter une scène d'amour, quoi, une scène de relation sexuelle. Donc du coup, voilà, tu auras tout ce schéma. Bon, je ne vous ferai pas une image, mais voilà, mais Joseph, tu vas critiquer parce que tu voulais plus voir plus, et lui il va te répondre que voilà, déjà c'est son style, et lui il veut cacher un peu les choses. Voilà, c'est ce qui va faire donner envie au lecteur. Donc Joseph, moi je t'ai cru quelqu'un qui était un peu, il a parlé de pudeur dans ça, et là je lis, il dit mais Joseph c'est voilà. Oui, Josué, en fait, Mohamed Bougassar, dans son livre Terre Sainte, justement par rapport à cette scène-là, a privilégié quelque chose qu'on appelle la sujéction par rapport à la description. Et moi, je l'attendais sous l'angle de la description, pour une raison très très simple. Quand vous lisez Terre Sainte, en fait, c'est un roman qui raconte un peu l'occupation d'une ville par des djihadistes et qui tente d'imposer un peu la loi islamique. Mais à côté, il se trouve ce qu'on appelle un petit groupe d'intellectuels qui se retrouvent autour d'un personnage assez mythique, taciturne, qui s'appelle Vieux Badji, et qui vont lutter contre cette fraternité islamique par le biais d'un journal. Et durant tout le livre, en fait, est traversé. Ça s'ouvre déjà par une mort, puis après on a l'histoire de, comment on appelle, des autodafés, c'est-à-dire des bibliothèques qui sont brûlées. Le livre paraît triste.
Et quand on arrive sur ce passage-là, où il y a un élan de lascivité, de sensualité, d'érotisme, l'auteur en fait une économie qui me paraît bizarre. Je dis, ma lecture est gâchée par cet élément-là. Et moi, la réponse que des gens vont dire, mais ce Joseph, il est pervers. Oui, je suis pervers. Mais la réponse que j'apporte, c'est une réponse en tant que littéraire. Je dis, mais l'érotisme est une valeur sûre de la littérature. Elle s'accompagne de sensualité et oriente l'écriture vers une lascivité qui décharge le lecteur de ses passions et de sa raison discursive. Et honte au lecteur qui me dira qu'il est pervers ce Joseph. Je lui répondrai par le grand silence qui est le plus grand mépris et lui ferai constater qu'il est temps pour lui de lire de la littérature. Et en fin de compte, je convoque en fait un écrivain que j'adore, que j'admire, qui était à la trappe et qui revient un peu à la mode, qui disait à propos de l'érotisme en littérature, il dit, vois comme tout l'art occidental y perd quand on lui est interdit les magnifiques expressions de l'amour. Chez nous, l'érotisme est pauvre, stupide et glaçant. Il se présente toujours avec des allures tortueuses de péché. C'est-à-dire que c'est comme si on est dans une société, certes aujourd'hui très sexualisée, mais parler de sexe, c'est comme si en fait c'est un mal en fait. Et en dehors de Jésus là, qui est venu autrement? Mais il faut pas rigoler. Enfin, pour moi en fait. La littérature, après, ça dépend un peu de, comment on appelle ça, de la personnalité, en fait, de l'auteur. Mohamed Bougar, ça, c'est un faux timide, mais c'est un garçon qui, on va dire, qui est assez pudique, en fait, aussi dans la vraie vie. Donc, mais qui s'est beaucoup lâché dans son 3e livre, hein, qui s'appelle, comment il s'appelle encore? De Purs Hommes, où il parle un peu de la question de l'homosexualité. Là, il a vraiment parlé de beaucoup de sexe, et moi, j'étais très content. J'aime bien c'est pour ça que j'ai dit, la littérature, c'est d'abord, c'est une question d'émotion. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a note et à la fin il y a soupir. Il faut que les gens soupirent. Et on a ce poème de Émile Roumer, Marabout de mon cœur, je vais citer, hein, qui va dire que marabout de mon cœur au sein de mandarine, tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine, tu es un affibade dans mon calalou. Hein? Le domboué, en fait, voilà, ça c'est Haïti, voilà, on sait que domboué de mon poids monté des herbes à clous, tu es le bœuf salé dans mon cœur, dont mon cœur est la douane, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. En fait, voilà, c'est des termes haïtiens, donc du coup, où il va décrire, voilà, la femme, ses parties sexuelles, comme si il dégustait, voilà, une bonne nourriture, comme si peut-être qu'il dégustait quelque chose, voilà. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a parlé de sexe, quoi, qui n'a pas caché. Est-ce que je pense que ça c'est dû, peut-être qu'il est chrétien, musulman, et voilà. Donc, en fait, c'est ça, comme tu dis, cette question de tabou. Donc, cette question de tabou, c'est grave, en fait. C'est ce que dans Joseph Extrême, on veut lutter contre des tabous. Donc, on continue dans l'amour, et j'ai vu à un moment, j'ai lu quelque chose, je me suis demandé, mais peut-être, est-ce qu'il ne t'a pas clashé? Parce qu'il va répondre, il va répondre d'une manière, c'est comme si il disait, mais ce Joseph, il est frustré. Donc, on continue dans ce livre où tu vas envoyer des lettres, hein. Tu vas envoyer des lettres, et la première que je vais lire, c'est celle que tu as envoyée à ton amour perdu. Donc là, tu vas dire, waouh, je t'ai vu, on a vécu ensemble, et là, tu es parti, et je suis dans cette tristesse. Et là, je dis, mais waouh, c'est Joseph, c'est un lover. Moi, je pose, si vous avez besoin de mots pour courtiser une femme ou pour courtiser un homme, lisez ce livre, parce qu'il y a de très bons mots. Voilà, je me rappelle qu'en Haïti, on écrivait les paroles des chansons pour envoyer aux femmes pour les courtiser. Et donc du coup, et aussi il va avoir cette lettre que tu vas envoyer à elle. Voilà cette personne qui va faire partie de ta vie et qui va partir après. Et ces 2 dernières lettres aussi que tu vas envoyer à quelqu'un que je connais. C'est bien de lire la vie de quelqu'un qui est contemporain, en fait. Donc du coup, ah oui, mais telle personne, je la connais et je l'ai vue il y a pas longtemps, et il parle d'elle dans ce livre.
c'est là que Joseph, il s'est livré. Et à cette personne que je connais, son nom commence par C, je ne sais pas si c'est Katrina, je ne sais pas si c'est Cathy, si c'est Katia ou des prénoms africains qui sont, je n'ai pas qui commence par C, ou c'est Cissé, une femme qui s'appelle Cissé. Joseph va te dire quelque chose. Voilà, Joseph, il aura quelque chose à te dire. Et franchement, quand j'ai lu ces 4 lettres, c'était de bons mots. Là, tu sortais tes sentiments et même tu as même avoué que tu as fait des erreurs. Parce que la première chose dans les relations amoureuses ou même dans les relations en général, c'est avouer qu'on a fait des erreurs et pas sur le long terme assumer et décider de partir à zéro. Donc Joseph, livre-nous tes pensées, tes opinions. J'ai promis justement de faire des révélations ce soir. Certes, je ne dirai pas les noms, parce que pour moi, ce qui est important, c'est pas les noms, c'est les sentiments amoureux que j'ai essayé de décrire, en fait. Josué, je suis un très mauvais amant. Il y avait Yann Moix qui disait une phrase que je trouve extrêmement belle. Yann Moix disait, les femmes, ce qu'elles préfèrent chez moi, c'est de me quitter. Et moi, j'avais l'impression aussi d'être comme un second Yann Moix. Mais aussi, les femmes qui me quittaient, elles avaient toutes les raisons du monde pour me quitter. Mais c'est comme ça. Vous savez, le chagrin est à l'amour ce que la mort est dans la vie aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation sans mensonge quelquefois, mais ce qui est important, c'est après la sincérité qui l'accompagne. Et dans la lettre à elle, en fait, justement, c'est une des lettres qui me plaît énormément dans la mesure où j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé elle aussi. Et comment dirais-je, c'est les seuls moments où je deviens moi-même. C'est-à-dire que dans ces lettres-là, bien qu'il peut y avoir des éléments de littérature ou d'une écriture qui soit très littéraire, mais ce qui est mise en avant, c'est d'abord la sincérité, le déploiement du cœur, c'est vraiment un lyrisme personnel. Et j'ai tenu tout simplement par ces mots-là à dire à ces filles que j'ai beaucoup aimées, de demander pardon et leur dire aussi ô combien je soupire encore à l'idée de savoir que je les ai aimées profondément et sincèrement. Elle fut justement... j'ai un rapport à quasi, je ne sais pas, il m'arrive quelquefois, je ne suis pas un romantique, comme tu le crois, mais je suis un garçon qui est très doux. Donc, quelquefois, et la plupart du temps, je suis un mec qui a du mal quelquefois à exprimer ses sentiments, mais qui passe très souvent par le biais de l'écriture. C'est-à-dire quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris parce que c'est plus facile pour moi. Beaucoup me diront c'est pas possible parce que je suis quelqu'un quand même qui parle beaucoup, qui parle bien. Mais en matière d'amour, j'ai jamais su réussir en fait justement de dire les choses exactement comme ils sont. Parce que souvent, les mots trahissent un peu la pensée et le geste. Et contrairement à l'écriture qui est un temps où on réfléchit un peu, on se redit, on se perfectionne. Et c'est pour cela, voilà, c'est vraiment, c'est des femmes que j'ai beaucoup aimées. Il y en a des multitudes, hein. J'ai beaucoup aimé beaucoup de femmes dans ma vie. J'aime encore profondément les femmes. C'est dommage, les garçons, ils n'ont pas de chance. Je n'aimerais pas de garçons dans ma vie. Mais je demeure toujours pas un cœur à prendre, mais quelqu'un qui se laisse prendre par l'amour. Et j'aime beaucoup la formule que m'a rappelé Mohamed Bougassa quand il disait amaré, amabam amaré. C'est-à-dire que je suis, oui, de Saint-Augustin, que je suis quelqu'un qui est profondément amoureux de l'amour. Et comme tu as dit, hein, donc du coup, c'est pas de supposition aussi. Donc ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui vous plaisait, dites à la personne. Donc Dieu, comme tu as dit, les mots trahissent les gestes et la pensée. Et Joseph, alors du coup, avec toutes ces femmes que tu as aimées, elle, c'est, voilà, j'espère que tu m'écoutes, hein, j'espère que j'espère que tu as écouté ce message, voilà, s'il te plaît, reviens dans le cœur de Joseph, s'il te plaît. Et tu as dit que tu es un homme doux, c'est bien là, mais faut pas être doux tout le temps. Je pense que parfois faut être aussi lion, mais avec un cœur de mouton.
hashtag Josué s'exprime. mais en fait, dis-toi que, et maintenant, Joseph, est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs femmes en même temps? Donc voilà, on passe un peu sur le polyamour. T'es un écrivain, t'as un esprit ouvert. Voilà, ne dites pas que voilà que c'est pas bien, mais voilà, bon, voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs femmes en même temps? Pour être sincère, oui. Je vais te faire une révélation, peut-être que tu le sais, tu la sais déjà. C'est j'aime donner de l'amour. Et je suis un grenier rempli d'amour et d'affection. J'aime profondément les femmes. Maintenant, il peut arriver quelquefois que nous aimons plusieurs femmes en même temps, mais pas toujours au même degré. Ni aussi, pas toujours pour les mêmes raisons. Parce que dans l'amour, en fait, il y a toujours ce rapport d'utilité qui est là. Parce qu'un amour désintéressé n'existe pas. C'est comme je disais souvent à quelqu'un qui me disait « Ah oui, mais la personne elle m'aime pour ce que je suis et non pas pour ce que j'ai. » Mais je dis « Mais voilà son intérêt qu'il a chez toi, hein, c'est tout. Si tu me dis « En fait, j'aime cette fille-là, je veux la marier parce que je pense qu'elle sera une bonne mère pour mes épouses. » Voilà ton intérêt pour cette femme. Et si tu me dis que j'aime ce garçon parce qu'il est doux, parce qu'il est compréhensif, parce qu'il sait faire le ménage, voilà également ton intérêt pour cet homme. Donc ça veut dire que les rapports humains ne sont jamais des rapports qui sont désintéressés. C'est toujours des rapports qui sont orientés vers un objectif bien précis. Il peut arriver quelquefois que que certains rapports soient sous le mode de la critique quand voilà une fille s'intéresse exclusivement à toi pour ce que tu as ou ce que tu peux lui donner, quand on rentre un peu dans ce matérialisme qui souvent est à critiquer profondément même et véhément. Mais je pense que oui, moi ça m'est arrivé d'aimer plusieurs filles en même temps. D'ailleurs, je pense que ça a été l'un de mes grands défauts. J'accueille toujours avec amour l'amour en fait, et les filles qui entrent dans ma vie. Mais comme je suis à quelques jours de mes 30 ans, depuis quelques temps, je me suis assagi. Donc voilà, je suis avec une seule fille, même s'il m'arrive quelquefois d'apprécier une passante. Comme il dit dans la Bible, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne se gonfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point d'intérêt, l'amour ne s'irrite point. Tout ça pour dire que un homme ou un écrivain, voilà, t'as un cœur, comme on a dit, voilà, tu peux être intéressé par la politique, tu peux aussi être intéressé, voilà, par les questions amoureuses. T'es un homme en général. Est-ce qu'un écrivain aime une femme différemment que quelqu'un qui n'est pas écrivain? Comment un écrivain va vivre? Est-ce que ça t'arrive de vivre l'amour like Victor Hugo dans les livres où là c'est waouh, tu vois des fleurs quoi, tu vois des cœurs qui montent ou même dans tes phrases, ta manière d'agir. Comment un écrivain vit l'amour par rapport à une simple personne comme moi, une simple personne comme voilà qui n'écrit pas, qui n'a pas cet accès à la littérature dans sa vie de tous les jours? Je pense qu'un écrivain vit l'amour de la même façon que tout le monde. Parce qu'avant qu'il soit écrivain, il est d'abord un humain. Et l'amour est profondément humain. C'est quelque chose, en fait, c'est l'apanage vraiment de tous les êtres vivants. Hein. Et l'homme y compris. C'est-à-dire les animaux aussi s'aiment. Et puis, ils manifestent à leur manière les sentiments amoureux qui les animent. Je dirais la grande différence qui existe quand tu sors avec un écrivain, c'est que quelquefois, tu as droit à de belles pages. C'est juste ça, il me semble, c'est un peu ça la grosse différence. Sinon, les actes demeurent les mêmes, les expressions d'amour sont les mêmes. Hein, on les vit tous de la même façon. Ce qui change, c'est la personne avec qui on le vit, ce sentiment amoureux. Bon, ou sinon, on peut dire aussi quand on sort avec
un écrivain, il parle beaucoup, il écrit beaucoup, c'est chiant. Même pour te dire comment tu vas, il fait 5 pages. Wow, chérie, tu voulais me dire comment je vais, mais t'écris 5 pages. Oh, le soleil, il est à gauche, en le voyant à droite avec la lune qui fait une course. C'était pour te dire bonne journée. D'accord? Donc, on va finir. Hein. C'est très passionnant pour moi, tout ce qui est, comme je dis, tout ce qui est littérature. Voilà. Et en fait, dans le livre aussi, voilà, il y a ce rapport avec les femmes. Et il y a quelque chose que je voulais mentionner aussi. On a tous une personne dans notre vie, c'est un amour, comme tu as dit, perdu. C'est une personne qu'on a vu notre avenir dans cette personne, mais les choses de la vie, les circonstances, peut-être la distance, d'autres choses vont faire que cette personne s'en va. Et aussi, avec le temps, on va mal réagir, on va dire, mince, si je savais. On a tous cette femme ou cet homme qu'on va toujours aimer dès la première jour qu'on l'a rencontré, même jusqu'à ce qu'on se marie avec quelqu'un d'autre, on va l'apprécier de telle manière. Je pense qu'on a tous cette personne. Moi, je l'ai. Moi, il y a une femme, oui, il y a une femme, c'est une haïtienne en plus. Donc, voilà, c'est quelqu'un, voilà, quand je la vois, waouh, j'aurais bien aimé faire ma vie avec elle, mais d'autres choses ont fait que non, ça s'est pas passé comme ça. Mais je reste tel que je suis, je l'apprécie telle qu'elle est. En fait, dans le livre, tu vas pas mal mentionner ce rapport que tu as avec le sommeil et avec la fatigue. Et donc du coup, t'es un jour sourire ou quoi? Les personnes qui me connaissent savent que en dehors des heures de fatigue, je ne dors presque pas. Et il y a de fortes chances quand tu m'écris, quelle que soit l'heure de la nuit, que je te réponde. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je suis quelqu'un, comment ça s'appelle, je sais pas, j'ai la tête un peu suspendue entre terre et ciel. Et ça fait que je suis quelqu'un de très très fatigué le jour et qui retrouve un peu ses grâces le soir. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressé. C'est souvent cette espèce de nostalgie retrouvée, joyeuse et exaltée que nous avons lorsque nous rencontrons justement une personne qu'on a véritablement aimée et pour X ou Y raisons font qu'on ne peut plus être ensemble. Et je pense que dans simplement les lettres adressées à elle et à C, c'était aussi cette façon de leur dire justement, nous ne sommes plus ensemble, mais elles demeurent logées dans le panthéon de mon estime. C'est des filles que j'apprécie énormément, particulièrement elle. J'aurais pu rajouter F. J'aurais pu rajouter M aussi. Il y a énormément de filles comme ça. Mais je pense que l'amour aussi vit parce qu'il y a ce besoin tout simplement de connaître des lendemains enchantés. Et il ne faut pas tout simplement rester un peu dans les regrets, parce que les regrets maintiennent au statu quo, les regrets nous emprisonnent justement, et puis tuent ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie, c'est l'action. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres d'action, nous sommes des êtres de sentiments, des êtres d'émotions. Et la raison pour laquelle il faut toujours combattre pour être en vie, c'est toujours aimer. C'est-à-dire que la meilleure façon de remédier à un mal de cœur, c'est d'aimer encore à nouveau. C'est d'apprendre à faire encore confiance à une autre personne qui vient s'ajouter dans notre quotidien et pour qui nous donnons ce qu'il y a de plus essentiel à nous, c'est notre cœur. Et aussi, on peut tout simplement dire autrement que pour se remédier d'un mal de cœur, c'est de dire j'ai aimé. J'ai eu la capacité d'aimer, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas aimer, ne développent pas cette capacité pour aimer. On connaît par exemple des couples platoniques, des choses de ce genre. Donc, et comme j'ai dit dernièrement, c'est l'endroit le plus sûr au monde, c'est notre cœur. Voilà, cœur, autre chose, voilà. Et on va finir, donc merci, Joseph, pour ce livre,
de nous avoir livré qui tu es dans ce livre. C'est, voilà. Bon, j'ai pas fini de lire toutes les lettres, mais je le ferai. Comme j'ai dit, notre soupirs, c'est, voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Est-ce que dans notre soupir, tu veux parler d'un Joseph qui n'est pas toujours heureux, qui veut parler d'un Joseph qui veut espérer plus de choses dans sa vie? Voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment nous livrer en termes d'avenir, voilà, pour ta vie de relation amoureuse, pour ta vie professionnelle, pour tes relations avec d'autres personnes? Voilà. Deux domaines qui m'intéressent particulièrement, c'est la perspective de la profession que je voudrais faire. Parce que si je parle beaucoup du rapport de la littérature et la télévision, parce que pour moi, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est vraiment c'est présenter des émissions de culture et de littérature. Et je pense avoir à la fois la formation intellectuel et vraiment le discours et le parcours qu'il faut pour le faire. Et j'espère vraiment le faire dans mon pays d'origine, qui est le Sénégal, et je suis vraiment ouvert à toute proposition par rapport à cela. Et la deuxième chose, c'est par rapport en matière d'amour, parce que si j'ai pu, pour la première fois, parce que dans les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais, je ne parle pas d'amour, je ne parle pas de mes amours, parce que je trouvais que c'était pas l'endroit approprié et c'était pas le discours que je voulais porter. Ici, il m'a fallu vraiment plus de sincérité et puis dire qui je suis réellement, parce qu'il y a toujours les gens, peut-être j'ai un visage qui fait que je suis quelqu'un peut-être qui donne un air parfois qui ne l'est pas vraiment. Je dirais pas que je suis un salaud, mais il m'est pas arrivé quelquefois d'être salaud. Et je me suis très très mal comporté justement avec ces filles-là. Et c'est l'occasion, et j'espère vraiment que ce sera vraiment avec la fille avec qui je suis actuellement, que ce sera la bonne et la dernière. Donc, et que je l'aime profondément, s'il y a lieu de le dire. J'espère que tu as préparé l'argent de la dot. Bon, voilà, cette question de dot, voilà, comme je dis souvent, en Haïti, on ne paye pas de dot. Voilà, vive les Haïtiennes. Donc, merci encore à Joseph, merci à Tatam et merci à notre cher ami qui est aussi là avec nous, et merci à ces personnes qui sont là dans le live Facebook. Et moi, comme je dis souvent, la première personne qui est touchée par tout ce qui est dit, c'est moi. Franchement, voilà, c'est du plus plaisir. Même aujourd'hui, j'ai pris mon temps pour écrire en dégustant un bon petit vin rouge de Bordeaux. Donc voilà, c'est du pur plaisir. Donc, pour dire que ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année, le dimanche prochain, qui sera le 30 décembre 2018. Ah oui, en plus, c'est l'anniversaire de Joseph. Voilà. Donc, ce dimanche, on va parler de pourquoi et comment prendre de bonnes résolutions pour une nouvelle année. Souvent, des résolutions, on en prend 10 000. Je pense que si je fais un sondage, tout le monde va sortir leurs résolutions. Voilà. Mais pourquoi et comment prendre de bonnes résolutions? Et on en profitera aussi pour boire un petit champagne dans le direct, histoire de finir l'année en beauté. Je boirai au nom de Joseph à ce moment-là mon petit champagne. Donc oui, c'est ça, c'est dans ce que on croit. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? C'est d'abord te remercier pour l'intérêt que tu as pour ce livre et pour le livre en particulier. C'est te remercier parce que c'est comme je disais, quand je sortais cette phrase hasardeuse que Josué s'exprime n'est pas que de l'expression, mais une expression profondément nourrie et argumentée, c'est que je le pensais profondément, et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Je l'ai dit en aparté, qu'aujourd'hui, ce dont tu as besoin la jeunesse, c'est des gens qui conjuguent la témérité et le savoir. Et je pense que tu es dans cet élan-là, et je ne peux que te remercier et te demander d'aller encore plus de l'avant et de prendre contact, de se perfectionner. Moi, je pense que la grande résolution que tu devrais avoir cette année pour Je s'exprime, c'est toujours faire mieux et plus. Et c'est remercier Tatam, très très belle demoiselle. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien de discuter avec toi en ayant un petit regard quelquefois sur elle. Et c'est de remercier également, de dire à tous les Sénégalais que ce livre est disponible au Sénégal et que pour réserver votre exemplaire, il suffit juste de contacter Seynabou au 77 519
19, 11, 10. Et c'est également, comment dirais-je, en dernier lieu, c'est remercier tous les écrivains qui ont participé vraiment dans ces correspondances-là. Remercier le préfacier cher Amadou Bambandiaï, remercier Mohamed Bougarsa, très très grand écrivain, remercier Pepap Moussassi, remercier Amidou Ba, remercier Iboudra Bessila et remercier le journaliste Papa Lioun Sarr. Et vraiment, c'est des personnes qui ont accepté de tout cœur, en fait, justement, de participer à ce projet-là, qui est vraiment un projet purement littéraire. C'est en dehors des élans, de soupirs qu'on peut avoir vers la fin et qui explique un peu le titre, en fait, justement, du livre. Sinon, je demande, mais vraiment, je te souhaite une longue vie, beaucoup d'épanouissement dans ta vie, et puis, voilà. À l'année prochaine. Et merci pour ces souhaits. En fait, comme tu as dit, faire plus et mieux. C'est pour ça que le 23 janvier 2019, je vais faire une soirée de lancement, voilà, assez concrète qui va se passer au centre Bernanos à 18h30. C'est une soirée qui est financée par le Crous et l'université de Strasbourg. Donc, et une campagne de communication sur tout le campus universitaire pour faire connaître ce que je fais. Et comme j'ai dit, quand tu seras célèbre, tu vas sponsoriser. Je s'exprime comme ça, on aura un bon son, on aura une bonne caméra. Je paierai l'apéro à Tatam tous les dimanches avant le live. Bon, pas trop d'alcool parce que sinon elle dira flou de la caméra. Mais oui, moi je crois que je suis appelé à faire de grandes choses avec Je s'exprime. Voilà, je le crois. Et moi, je suis assez tenace. Comme je dis, c'est 52 live Facebook en 52 dimanches. Qui a la guerre, qui a, je sais pas mal, la famine, moi, je serai là le dimanche, faire mon live Facebook, même sous l'eau, dans un bateau, partout. Mais voilà, parce que je suis déterminé. Donc, cette détermination, je la veux pour toi, je la veux pour toi, je la veux pour toi, je la veux pour vous tous, surtout pour 2019. C'était votre ami et serviteur, Josué Lamotte, pour ne pas dire Jojo s'exprime. Merci.